Un scientifique, dans l'état actuel des choses, du fait de la très grande pression de l'anglais et de la richesse et des moyens énormes qu'ont les revues anglophones, la majorité des savants, dans les domaines des sciences dures, comme même dans les domaines des sciences sociales, envoient des articles écrits en anglais pour être publiés. Bon. Dès lors, il y a une oppression, une tyrannie véritable de l'anglais dans les sciences. Le problème très grave que cela pose est le suivant, c'est que nous savons très bien, le plan des rapports personnels on le voit, et même quelquefois, lorsque l'on lit les produits élaborés, écrits dans une langue qui n'est pas la langue maternelle du chercheur, qui n'est pas anglophone de naissance, nous savons très bien que la langue dans laquelle se conçoivent les nouvelles idées, les inventions, les créations, les schémas scientifiques en physique, en chimie, en biologie, dans d'autres sciences, c'est la langue maternelle du chercheur, évidemment. Et les langues dans lesquelles il s'entretient avec ses collègues et ses amis, et ses proches et ses disciples les plus immédiats, c'est sa langue maternelle. Par conséquent, la mise en forme de sa découverte, de son idée ou de son schéma théorique, ou de ses arguments pratiques, de ses expérimentations, dans une langue qui ne lui est pas maternelle, qui est l'anglais, à vue de publication dans des revues anglophones auxquelles il propose ses articles, a pour conséquence, très souvent, de l'empêcher d'exprimer une pensée nuancée, comme il le ferait spontanément dans sa langue maternelle. En plus, dans sa langue maternelle, il est capable de donner un tour métaphorique, un tour poétique même, quand c'est nécessaire. Beaucoup de savants le font. Sciences et Vie n'est pas sans savoir ce phénomène important de la découverte scientifique. Et tout cela, ce sont des richesses linguistiques fondées sur des richesses d'idées qui sont interdites par l'usage d'une langue dont l'auteur scientifique n'est pas usager maternel. Voilà les contre-indications graves à mes yeux que présente pour les savants, pour les chercheurs, l'usage d'une langue unique. C'est dans l'anglais que s'exprime le néolibéralisme, et ce néolibéralisme est entièrement axé sur une idéologie unique, qui est celle du profit, de la plus grande diffusion commerciale possible des produits fabriqués par ces pays qui sont les plus puissants généralement. Les pays anglophones se trouvent être les pays industrialisés encore aujourd'hui les plus riches, les plus puissants du monde, bien qu'il y en ait d'autres, comme la Chine dont nous venons de parler. Et la conséquence est que l'idéologie néolibérale est une idéologie qui développe une pensée néolibérale articulée sur le profit, et seulement sur le profit, et c'est pour cette raison que je la considère comme unique. Quels sont les types de zones d'intérêt intellectuel et affectif et créatif que cette pensée unique compromet? Ce sont évidemment les zones de créativité intellectuelle, culturelle, non articulées sur le profit, mais sur l'expression d'identité culturelle, intellectuelle, historique, qui sont celles de nombreuses zones de civilisation autres qu'anglophones du monde entier, et qui sont évidemment, du coup, des symboles même de la diversité culturelle du monde. Ce sont ces éléments-là que menace la pensée unique à vecteur néolibéral anglophone que je dénonce dans ce livre.